effet immédiat que produit sur moi quelque chose qui va entraîner une émotion. Non. C'est la conséquence d'une prise de conscience, c'est la conséquence d'un raisonnement, d'un jugement, qui fait que je reconnais en l'autre l'humanité. C'est-à-dire que quand respecter l'autre, c'est respecter l'humanité qui est en l'autre, quel qu'il soit. Donc ça veut dire que, par exemple, il ne faut pas confondre l'amour et le respect. L'amitié et le respect. Je peux très bien, et je dois respecter même des personnes que je n'aime pas. Parce que je peux, d'ailleurs, on peut aussi aimer les gens qu'on a respectés. Dans la jalousie, c'est ça. Le conjoint qui est jaloux, il aime l'autre, en tout cas l'image qu'il s'en fait, l'idée qu'il s'en fait, mais sans respecter. Puisqu'il ne reconnaît pas, justement, sa valeur morale, il n'a plus confiance en l'autre. Donc là, on a l'amour sans respect. Mais, en revanche, le respect, en effet, par exemple, moi, en tant qu'enseignant, il y a des élèves, en effet, je ne trouve pas du tout sympathiques. Mais mon devoir, c'est de les considérer comme les autres, de ne pas faire de différence. C'est ça, tout simplement. Bon. Dans le travail, c'est pareil. Il y a des collègues, des collaborateurs qui on n'a pas passé ses vacances. Bon. Mais on a le devoir de les respecter. Et ça va même plus loin, parce que qu'est-ce que c'est que le respect? C'est la reconnaissance de la dignité de l'homme. Et la dignité, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance, justement, de l'humanité qui est en tout homme. Le terme de dignité, à l'origine, c'est intéressant parce que c'est un terme qui est, je dirais, aristocratique et presque devenu démocratique. Parce qu'en effet, à l'origine, jouir d'une dignité, dans l'ancien régime, c'était jouir d'un privilège. C'est-à-dire, justement, et tout ça parce que le mot dignité, ça veut dire distinction. Donc, en effet, quelqu'un qui jouissait d'une dignité, c'est un aristocrate, par exemple, qui vient le faire, en effet, c'est une distinction par rapport au peuple qui se percevait comme de nature différente, comme d'une nature supérieure. Oui. Respecter, c'est-à-dire quelles que soient les opinions des uns et des autres, il va respecter les opinions, même si les opinions qui par exemple peuvent être manipulées ne correspondent pas du tout même les actes. Est-ce que c'est pas est-ce qu'il y a un lien entre l'aspect de la tolérance? C'est pas tout à fait pareil. Je pense que c'est pas tout à fait pareil. Le respect, ça veut dire que, justement, je vais y venir, parce que justement, la question est intéressante, parce que justement, j'allais en parler. Donc la dignité, c'est devenu une notion universelle, c'est-à-dire tout simplement, par dignité, on entend cette caractéristique qui fait que l'homme se distingue de toute autre chose. Que l'homme, en tout cas, pour les hommes, a plus de valeur que n'importe quoi d'autre. C'est ça la dignité. Ce qui fait que, en effet, je vais pas respecter. On ne respecte pas des choses, on ne respecte pas un animal. Enfin, je ne sais même pas toucher au tout ça. Mais les animaux. Le thème, ça sera vraiment. Oui, non, mais voilà, on peut aimer les animaux. J'ai des devoirs envers un animal, on n'a pas envers moi. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est pas là qu'il faut que j'aime pas les animaux. Et que je. Enfin, misère. Mais on respecte vraiment que des personnes, justement. On respecte des personnes. Et quand on respecte les choses, en fait, c'est toujours des personnes qu'on respecte au travers des choses. C'est-à-dire, si je respecte, par exemple, justement, le travail des employés qui nettoient un lieu, pas n'importe quoi, bon, en fait, quand je respecte le lieu, c'est le travail des gens qui l'entretiennent que je respecte. Donc, ce sont les personnes qui ont effectué ce travail. Si je prends même le respect qu'on peut avoir, par exemple, pour certains objets de culte, même si je ne partage pas leur foi, je vais respecter cet objet parce que je respecte les personnes qui, partagent cette foi. Le respect, pour le drapeau d'un pays, par exemple, c'est le respect, en fait, pour la communauté que représente ce drapeau, qui est constituée elle-même de personnes. Donc, véritablement, on ne respecte que des personnes. Parce que, justement, on considère qu'ils ont cette dignité, qu'ils sont distincts du reste. Ce ne sont pas des choses
ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes. Alors on va me dire, oui, mais attendez, là, le dernier des salauds, vous le respectez aussi. Eh ben oui. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on juge les criminels? Parce qu'on les respecte. Parce qu'on les considère comme des personnes morales, comme des sujets moraux. Si on ne les considérait pas comme des sujets moraux, on ne les jugerait même pas. C'est ce que font les dictatures, d'ailleurs, ils ne les jugent pas. Ce sont quand même des gens qui ont des droits. Du point de vue, ce sont des personnes au sens juridique, même au sens moral. Donc, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas à proprement parler. Je pense qu'on ne peut pas perdre sa dignité. On ne peut pas perdre sa dignité. En revanche, et là je prendrai une expression qui me semble assez pertinente et qui est tirée d'un ouvrage de philosophe français contemporain qui s'appelle Éric Fiat, un Marc Bourdieu, qui a écrit un petit ouvrage qui est vraiment très bien, qui s'intitule Petit traité de dignité. Et il dit justement, la dignité, elle est présente en tout homme. Je ne peux pas considérer qu'il y a des hommes plus ou moins dignes que d'autres. En revanche, je peux dire qu'il y a des hommes, soit qui vivent dans des conditions qui sont indignes de leur dignité. Par exemple, en effet, certains concitoyens aujourd'hui qui vivent dans des conditions plus que précaires, si vous allez dans le métro en ce moment, pour voir comment certains de nos semblables vivent, en effet, ils vivent dans des conditions indignes. Ils n'ont pas pour autant perdu leur dignité. De même, un homme peut se conduire d'une manière qui est indigne de sa dignité. Mais il n'a pas perdu sa dignité. Si justement on va le condamner, à la fois moralement et aussi juridique, c'est parce que justement on considère qu'il s'est comporté d'une manière qui était indigne de sa dignité. Et ça, parce que la dignité, elle est, je dirais pas, moi comme le dirait Eric Fiat, qui est ancien, consubstantiel de sa personne, mais je dirais que cette dignité, elle est malgré tout la conséquence de cette humanité qui s'est construite en lui du fait de son histoire, de ce qui a été à l'origine de la construction de son identité. Et il me semble que ce serait très dangereux, justement, de faire des distinctions là entre des hommes qui seraient dignes, des hommes, donc il voudrait dire finalement des hommes qui seraient des personnes et d'autres qui n'en seraient pas. C'est pour ça qu'on est obligé de les respecter. Comment? C'est pour ça qu'on est obligé de les respecter. On se respecte en leur donnant le droit au jugement, mais c'est comme ça qu'on va respecter un criminel. On lui accorde le droit à la dignité. Non, mais on ne le respecte pas en tant que criminel, bien sûr. Mais même en tant que personne. Nous, on se respecte lui parce qu'on dit il est digne, on lui donne des droits, mais on ne le respecte pas. En fait, non, mais quand on se respecte nous, ce qu'on respecte, c'est l'humanité qui est en nous, tout autant que l'humanité qui est en lui. Mais une humanité que lui n'a pas respectée. Mais quand on arrive à des... Ça veut dire qu'on va le trouver sympathique, hein? Là, je n'ai pas parlé de sympathie. Non, mais je comprends. Parce qu'on a la prétention plus de lui rater ses droits. Enfin, c'est quand même un respect un petit peu dans l'autorité. Ah oui, mais le respect n'est pas contradictoire avec l'autorité. Le respect n'est pas contradictoire avec l'autorité, au contraire. Ce qu'on lui rappelle, c'est qu'il lui-même ne sait pas respecter lui-même dans son comportement ainsi. Et qu'il ne nous a pas respecté, qu'il n'a pas respecté l'humanité. Mais je pense que ça serait quand même assez dangereux de considérer qu'il y a des hommes qui ne sont pas des personnes. Ce serait ça. Il y a des hommes qui ne seraient pas des personnes. Leur comportement est indigne, ça ne veut pas dire que eux ont. Et ça veut dire aussi qu'on considérerait qu'il y a des hommes dans lesquels on ne peut plus croire. Quand on en arrive à des jugements qui prennent de mort, on arrive dans les limites du respect de l'autre. Le jugement, c'est respecter l'autre, mais il y a des limites quand même. À partir du moment où on décide du droit de vie ou de mort d'une personne, la notion de respect a disparu. C'est l'un des arguments justement des adversaires de la peine de mort, c'est que considérer que justement elle n'est pas humainement acceptable parce que justement elle est contraire à une certaine conception de la personne humaine, de la dignité humaine et du respect. Mais bon, après, en effet, pas s'engager sur un débat sur ce sujet, mais ça pourrait nous mener loin. Mais je pense quand même qu'il y a cette dimension est importante, c'est-à-dire qu'il y a justement une dignité qui est inhérente à la personne humaine,
cette dignité, on doit la respecter en soi-même comme en autrui, et la faute qu'on va commettre contre la dignité, c'est tout autant de ne pas la respecter en soi-même que de ne pas la respecter en autrui. En fait, donc après, évidemment, on doit en assumer les conséquences. On peut dire, si on a commis un acte criminel, eh bien, en effet, on va être sanctionné, etc. Mais justement, on est sanctionné parce qu'on est considéré comme une personne. Et, alors, dernier point, c'est une dizaine de minutes, je voudrais aussi. Alors, donc, cet élément donc, de respect, confiance, respect, fait d'établir des relations avec l'autre, de considérer que l'autre est plus même qu'un partenaire, ça doit faire en sorte aussi de modifier peut-être notre perception au niveau de la société en général, et peut-être plus particulièrement dans la relation qu'on peut entretenir dans le contexte du travail, de concevoir, on pourrait appeler la performance, ou le fait de pouvoir progresser les uns avec les autres, plus en termes d'émulation de concurrence. Parce qu'en effet, l'individualisme, il a aussi son défaut, c'est qu'il a tendance à mettre les individus en concurrence les uns avec les autres, justement. Alors on retombe un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, sur la référence à Hobbes, l'homme qui devient pour l'homme, chacun qui essaye de tirer son épingle du jeu, etc. Et dans cette idée de concurrence, il y a un petit peu quand même l'idée que non seulement, bien entendu, c'est à moi de faire preuve d'une certaine excellence, d'essayer d'être le meilleur, mais en même temps, si je peux rabaisser l'autre, c'est pas plus mal, ça me facilite la tâche. Donc, c'est en ce sens-là aussi, d'ailleurs, que l'individualisme semble être une négation de l'autre, une négation de l'altérité, c'est que finalement, ça va me conduire à considérer que l'autre est une entrave à mon propre développement. Pour parler comme Spinoza, c'est une limite à ma puissance. Ce serait une limite à la puissance. Donc je perçois toujours l'autre comme un obstacle, comme une gêne, comme finalement un être qui dont il faut. Donc plus je vais pouvoir diminuer sa puissance, plus je vais pouvoir augmenter la mienne. Tandis que dans l'idée d'émulation, on a tout le contraire. On a l'idée que d'autant s'accroît la puissance de l'autre, d'autant s'accroît la mienne. Si je prends, pour parler de ce que je connais, dans une classe, quand on enseigne, ce qu'on aime, quand ça arrive, c'est qu'il y ait justement dans la classe des éléments moteurs, c'est-à-dire des bons élèves du premier rang, qui entraînent tous les autres avec eux. Là, on est dans l'émulation. C'est-à-dire que, justement, la puissance des uns contribue à l'accroissement de celle des autres. Ce que vous n'avez pas, par exemple, dans certaines classes préparatoires où les élèves, les étudiants, font tout pour se piquer les bouquins les uns aux autres de façon à ce que l'autre puisse pas avoir le bouquin dont il aura besoin, etc. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on est en concurrence? Non seulement on essaie d'accroître sa puissance, on essaie d'accroître sa puissance en diminuant celle de l'autre. Qui entraîne des relations qui sont, on va dire, pas très sympathiques. Et je pense que ce qu'il faudrait développer aussi dans une autre conception de la vie sociale, des relations dans le travail, etc., c'est cette idée d'émulation. C'est-à-dire cette idée que, justement, nous sommes utiles les uns aux autres. Nous ne sommes pas des obstacles les uns pour les autres, mais au contraire, plus nous progressons, plus nous faisons contribuer les autres, nous contribuons au progrès des autres, et plus les autres progressent, plus nous progressons. Évidemment, ça suppose, pour reprendre l'expression que vous avez tout à l'heure, un changement de paradigme qui ne va pas s'installer comme ça du jour au lendemain dans les mentalités. Mais je pense que ça doit être une sorte, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'idéal régulateur, d'horizon en fonction duquel on devrait s'orienter pour repenser un petit peu la manière de travailler, qui soit un peu plus collaborative, coopérative, plus que concurrentielle. Donc, on va penser le système
Mais voilà. L'idée des nouvelles pratiques, c'est parce que derrière, il y a peut-être aussi des modes différents d'appréhender l'autre et soi-même. Et donc, c'est toute la question qui se pose. On parle de confiance, de bienveillance, d'altérité, d'autonomie, c'est toutes ces questions-là qu'il faut revisiter. Enfin, c'est pas pour rien qu'on a commencé par ça, puisque tout le travail qu'on va faire cet après-midi, c'est d'abord et surtout de réfléchir un peu à... Alors, en sachant que, comme tu as dit très justement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. De la même manière que nos parents, pas du tout moi les miens, que je dis parents, c'est parents au XVIe ou XVIIe siècle. Moi, je ne suis pas très loin là de l'entre-deux-mers et tout. Ben, progressivement, cet individualisme, cette individualité s'est faite et s'est progressivement mis en place. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On est en train de vivre quelque chose qui est à peu près similaire, le mode de représentation. Je dirais qu'on est en train de le vivre, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ce que recommandait Tocqueville, justement, en passage entre l'Ancien Régime et la Révolution, c'est plutôt que de laisser faire les choses, je dirais, d'elles-mêmes, on essaie d'accompagner le mouvement pour que ce soit dans le bon sens. C'est ça. Voilà. D'où la régulation et d'où le fait qu'il faut essayer effectivement, progressivement, d'avoir conscience des objectifs, justement, ce que l'on veut mettre en place, et qu'est-ce qu'on va construire. En sachant, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a effectivement des questions qui se posent, c'est pas évident, parce que c'est des questionnements nouveaux, tout au moins sur lesquels on n'avait pas tout à fait compris et perçu les conséquences que ça peut avoir. Ce que vous disiez là sur la peine de mort ou sur des agressions, on peut avoir imaginer plein de choses, hein, dans lesquelles on n'est pas, quand ça vous arrive, vous pouvez très bien théoriquement dire comme ça, puis quand ça vous arrive, là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de fracasser l'autre. Enfin, excusez-moi, c'est un peu trivial, hein, mais c'est ça. Et donc ça nous interroge, la vraie question, c'est la capacité qu'on a à s'interroger, et pour s'interroger, il faut l'autre, de toute façon, et on progresse, peut-être, et on évolue. Voilà. Mais si on le garde pour soi, et donc c'est la question qui se pose pour nous en entreprise, enfin pour nous, vous comme moi, enfin le nous est un nous collectif, hein, c'est la façon dont on va effectivement s'affirmer, évoluer et affirmer des choses différentes peut-être progressivement, mais on peut le faire qu'avec l'autre. Vous voyez, c'est vraiment par un dialogue. Le dialogue, pour revenir au diable, c'est deux. Oui, mais c'est deux qui se rencontrent, c'est pas deux. deux Qui se rencontrent. Non, d'ailleurs, non, dialogue, c'est pas deux. Excuse-moi. Ah bon? Non, ça vient de. Non, logos de deux, et dia, c'est le dia de diamètre, c'est le travail. Ah bon? Ah oui, justement. Dialogue. Le logos? Non, c'est intéressant. Justement, dialogue, en fait, on va vérifier, peut-être que je pense pas que ça me dit. Mais, dialogue, en fait, ça veut dire dia, au sens qu'on trouve dans diamètre, diagonale, hein, qui traverse. Et dialogos, ça veut dire en fait se situer, et c'est intéressant aussi dans le rapport à autrui, se situer à l'intérieur de ce que les Grecs appelaient logos, et alors le logos chez les Grecs, c'est ce qui a donné en français logique, hein, mais ça veut dire aussi langage. C'est-à-dire que chez les Grecs, langage, raison, c'est la même chose. On ne peut raisonner que par les mots, en quelque sorte. Et donc, dialoguer, dialoguer, ça veut dire se situer à travers le logos. C'est-à-dire à travers quelque chose qu'on partage. C'est-à-dire que nous sommes tous doués de raison et nous sommes tous doués de langage. Et donc on partage quelque chose, on a justement cet élément commun qui fait qu'on peut échanger, qu'on peut raisonner ensemble, qu'on peut réfléchir ensemble. Et c'est ça qui, justement, aussi permet l'émergence, justement, des idées. Hein, la méthode dialectique, ou plutôt même dialogique, par exemple, qu'on trouve chez Socrate, chez Platon, etc. Et bien c'est ça, justement, c'est l'idée que par un jeu de questions et de réponses, on essaie d'arriver, de progresser vers une définition la plus vraie possible d'une notion d'unité, d'un concept. Parce qu'on se situe sur le même terrain. Le commun. Avoir des mots communs. Voilà. Et ça. C'est la médiation. Oui, c'est beau. Oui, on se régule progressivement, mais pour se réguler, il faut qu'on ait un langage commun et des mots communs, et des concepts communs. C'est ce qu'on a essayé de faire là. Et donc,
tu vois, moi j'aurais vraiment c'est vraiment à travers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aussi dialoguer tout seul. C'est entre autres ce que dit Platon dans le dialogue philosophiste, il définit la pensée comme un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire que justement, qu'est-ce qu'on fait quand? Pardon, je n'ai pas entendu. Moi je dis c'est bien quand on dialogue tout seul, on s'en Oui, ça dépend, justement. Quelles sont les limites du dialogue tout seul, vas-y? C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? On va émettre une hypothèse, et puis on va soi-même, à l'intérieur de soi, faire ce jeu de questions-réponses et d'objections. On va s'envoyer des... Si on pense authentiquement, si on part dans mauvaise foi. Donc on va s'opposer à soi-même des objections en disant oui, tu pourrais faire ça, mais non, ça ne va pas aller, donc tu pourrais faire autrement, etc. Et on va essayer comme ça d'avancer aussi. Donc, bon, évidemment, c'est mieux de dialoguer avec l'autre. Mais c'est ça que le dialogue, ça veut pas dire. Justement, c'est pas le contraire du monologue. Mais attention, son objection, c'est dire attention, les limites à ce dialogue sont bien sûr. C'est-à-dire qu'après, il faut que ça soit authentique. Mais la réflexion, c'est quand même aussi un peu ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que réfléchir? C'est un peu un retour sur soi. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire qu'on va. Ça suppose à la fois une extériorisation et un retour. C'est-à-dire qu'on joue les deux personnages. C'est la boucle de rétroaction. Voilà. Mais la vraie question, c'est comment dans nos vies d'aujourd'hui, avec tous ces outils-là, on est vraiment dans cette posture-là, dans ce moment-là. C'est rare. C'est rare qu'il faut aussi, de temps en temps, s'arrêter. C'est comme c'est pas facile. Donc, ne pas être dans le dialogue, attention. voilà, aussi. Il y a le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue de suggestion. Il y a les dialogues de voilà. Oui, il y a des non-dialogues. Donc, pour conclure, j'enregistrais donc sur la dimension essentiellement rationnelle, relationnelle de la personne humaine, et qui fait que finalement, les relations qu'on va entretenir les uns avec les autres aussi, c'est ça qui va produire du sens. C'est ça qui va faire que ce que l'on va faire ensemble va pour nous aller dans une certaine direction, qu'on a peut-être pu définir collectivement, et signifier quelque chose. Donc je pense qu'il faut réfléchir aussi sur ce rapport entre la relation et le sens, puisque il n'y a de sens que là où il y a relation. Si on prend toutes les acceptions du mot sens, ça veut dire la direction, on va parler d'objectif tout à l'heure, ça veut dire une relation entre un point de départ et un point d'arrivée. C'est la signification aussi, c'est-à-dire une relation entre un signifiant et un signifié. Et donc, c'est toujours dans un contexte relationnel qu'on arrive à produire du sens. Et pour l'être humain, la vie n'a d'intérêt que s'il arrive à lui donner ou à lui trouver un sens. Donc, alors une notion aussi qui est importante peut-être, qui justement va aussi dans ce sens, c'est la notion de solidarité, le fait justement de constituer avec les autres quelque chose qui a une certaine cohésion, une certaine solidité, on retrouve la même origine étymologique. Et pour terminer, donc, je vous lirai simplement une phrase qui est de Paul Ricoeur, dans un ouvrage qui s'intitule Soi-même comme un autre, où il définit ce qu'il entend par la vie bonne. La vie bonne, ce que les anciens appelaient la vie bonne, c'est la vie la plus humaine possible. Qu'est-ce que c'est que la vie bonne? C'est la vie proprement humaine. C'est pas simplement survivre, pas simplement subsister, mais vivre de manière réellement humaine. Et la vie bonne, Paul Ricoeur en fait l'aboutissement de ce qu'il appelle la visée éthique, et il a défini ainsi, il dit, appelons visée éthique la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et là, je pense que ça résume beaucoup de choses. La visée de la vie bonne avec et pour autrui, c'est-à-dire à la fois une dimension éthique et une dimension politique. Avec et pour autrui, dans des institutions justes. Nous entendons par là que tout est lié. Et il me semble qu'en effet,
des institutions justes, à l'intérieur desquelles on va pouvoir vivre justement avec et pour autrui. Voilà, je vous remercie. Je ne vous ai pas rappelé trop. Merci.